Alors, je suis donc Paul Péton, consultant senior en data scientist de formation, même si à l'époque le terme n'existait pas. Et je travaille pour la société Azeo, qui a en particulier une agence sur Nantes. Azeo est une entreprise de services numériques. On est environ 300 aujourd'hui et on intervient principalement, quasiment exclusivement sur les solutions Microsoft et en particulier le cloud Azure. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler pendant les 3 quarts d'heure qui viennent. Mais juste avant, je voudrais, en 3 diapos, resituer quand même l'intérêt d'aller travailler la data, d'aller lancer un projet data. On est sans doute entre tech aujourd'hui, on est assez féru justement de technologie, d'aller tester des choses, d'aller mettre tout ça en place. Ce qu'il faut quand même ramener avant tout, c'est si on fait un projet data, c'est pour en trouver de la valeur pour les utilisateurs de ces données. Alors, je vais vous l'illustrer au travers de trois petites questions ici, vous allez voir, assez orientées. Quand vous conduisez votre voiture, vous avez 3 possibilités, soit de regarder en arrière, c'est-à-dire par le rétroviseur, soit de regarder en avant, et là vous allez regarder au travers de votre pare-brise, et si vous essayez de faire les deux en même temps, un œil de chaque, ça va être sans doute assez compliqué. Et ben, finalement, la data, c'est un peu la même chose. On a le choix entre regarder vers l'arrière, donc la vision rétroviseur, et cette vision rétroviseur, c'est finalement de comprendre tout ce qui s'est passé, d'avoir une vision descriptive et d'analyse de nos historiques de données. Alors ça, c'est très bien. Ça permet souvent d'éclairer des décisions, d'avoir des bilans de toute l'activité qu'on réalise. En revanche, ce n'est pas assez si on veut voir plus loin, c'est-à-dire si on veut regarder au travers du pare-brise et si on veut être prédictif. Et pour ça, on a aujourd'hui toute une boîte à outils constituée de méthodes mathématiques, statistiques, qu'on va mettre justement dans le terme de data science, pour nous aider à projeter ces données passées vers le futur. Et c'est vraiment cette idée que je vais défendre au travers du cas d'usage que je vais vous présenter, c'est d'avoir la possibilité, la dualité finalement d'analyse de vos données, aussi bien explicative, qu'est-ce qui vient de se passer, que prescriptive. J'essaye d'anticiper ce qui va se passer, et parce que j'arrive à avoir une idée de ce qui pourrait se passer, je vais être prescriptif, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver des leviers d'action sur ce que pourraient advenir mes différents indicateurs. Deuxième idée forte, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez le choix à nouveau entre privilégier les dépenses, la création de valeur ou le retour sur investissement. Alors, c'est peut-être pas des choix que nous on peut faire chacun à notre niveau, mais on peut essayer quand même de repenser nos projets data au travers de ce prisme et de bien se dire que finalement, si on collecte de l'information, ça a un coût. Alors même si les coûts de stockage, on va le voir encore plus aujourd'hui avec le cloud public, sont assez minimes. En tout cas, ça aura sûrement un coût de mise en pratique. Il y aura des personnes qui vont le réaliser. Il y aura du temps passé à ça. Et ça, c'est uniquement de la dépense. Donc, stocker de la donnée, c'est finalement dépenser de l'argent sans forcément avoir tout de suite une idée de ce qu'on pourrait en tirer. Alors, là encore, je voudrais renverser le prisme et bien mettre en avant l'idée que lorsqu'on lance un projet data, il faut avoir une idée du retour sur investissement qu'on est en droit d'en attendre. Il faut avoir bien validé les cas d'usage et surtout penser autre chose que le stockage, c'est-à-dire penser le traitement de la donnée et un traitement avec une vocation utile finalement pour des utilisateurs. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais on a vu énormément de projets data s'arrêter à la phase de stockage et donc échouer sur ce point. Et dernier point introductif, quand on est face à un phénomène complexe, on vient d'en traverser, on est encore dedans aujourd'hui, on a une tendance très humaine, c'est psychologique, à trouver que la meilleure explication est parfois la plus simple, ou bien celle qui correspond à notre intuition initiale, c'est tout ce qu'on appelle des biais cognitifs, mais rarement on se dira qu'une explication peut être portée par de nombreux facteurs qui eux-mêmes sont en interaction et qui complexifient justement la compréhension d'un phénomène. Et bien, parce qu'on a toujours cette boîte à outils statistique, on va retrouver des méthodes, des outils, des clés de lecture qui vont nous donner une vision multifactorielle, multidimensionnelle, si on reprenait un peu les termes, la terminologie des cubes de données, on va retrouver cette vision-là et on va réussir
par ces travaux d'analyse, à tirer de l'information depuis les données. Mais attention, c'est un métier. C'est pas quelque chose qui se fait en lisant simplement des tableurs de données. On a toute une batterie, une méthodologie et une batterie d'outils pour le faire. Alors, dans cette conférence ce matin, je vais balayer les points suivants. Nous allons d'abord discuter rapidement des différences entre IaaS et PaaS et de ce qui pourrait être les critères de choix vers l'un ou vers l'autre. Puis je vous présenterai une méthodologie d'un projet d'attaque qu'on va découper en 4 phases pour justement bien penser à aller jusqu'à l'exploitation de la donnée. Je vous présenterai ensuite comment cela peut fonctionner à partir de services managés sur Azure, au travers donc on ira directement sur le portail Azure et on regardera tout ça de plus près. Et je finirai avec une petite ouverture qui sera aussi une ouverture pour le deuxième talk que j'aurai cet après-midi sur une approche plutôt de déploiement continu, aussi bien sur les flux de données que sur le machine learning, donc sur des modèles prédictifs. Alors je vais juste jeter un coup d'œil au chat parce que j'en ai pas le retour ici. Voilà, il n'y a pas d'alerte sur le partage. J'imagine que c'est bon. Alors je reprends. Alors rapidement, différence entre IaaS et PaaS. IaaS, vous installez des VM, des machines virtuelles, et vous avez ensuite à rajouter toute la couche logicielle. Plateforme as a service, on va être ici dans l'abonnement, dans la souscription à des ressources qui ici vont gérer elles-mêmes. Alors c'est le cloud provider qui va gérer lui-même toute la partie infrastructure. Alors attention, il y a quand même des indicateurs, il faut qu'on ait à disposition des indicateurs à monitorer. On a des SLA, c'est-à-dire des accords de durée d'engagement sur la durée, sur la disponibilité de service avec le cloud provider. Mais on reverra en toute fin de présentation quels sont les critères pour basculer de l'un à l'autre. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que sur des plateformes as a service, on va sans doute se simplifier la tâche et on va pouvoir attaquer tout de suite un projet sans forcément avoir à mettre en place la sous-couche d'infrastructure. On pourra voir que c'est peut-être aussi déléguer trop de choses que de laisser cette couche d'infrastructure. C'est un choix qui devra être pris. Ce qu'on entend par serverless, c'est cette idée que justement on ne va plus faire un SSH ou quelque chose comme ça pour accéder à son serveur. Attention, on aura quand même des services en particulier, je vous présenterai tout à l'heure le service Databricks, qui vont quand même générer des machines virtuelles. Donc ce serait faux de dire que c'est vraiment du really fully managed. On aura une visibilité sur en particulier quand on aura toutes les phases de traitement de la donnée, donc ce qu'on va dire de compute, quand on aura besoin de ressources pour faire tout ça, il faudra des machines virtuelles et on les verra concrètement apparaître justement dans notre portail Azure. Et donc vraiment, j'insiste, et j'y reviendrai en conclusion, attention, le choix ne doit pas se trancher aussi simplement que de dire aujourd'hui le serverless c'est à la mode ou c'est le sens de l'histoire. On a énormément de choses à prendre en compte. Il faut savoir si on est en migration depuis un environnement local. Il faut se poser la question de la sécurité sur laquelle on aura sans doute beaucoup plus de travail en IaaS, mais aussi la main beaucoup plus finement. Et puis il faudra se poser la question aussi des compétences qu'on a à disposition dans une équipe et d'une mise à l'échelle. Est-ce qu'on est en attente de cette mise à l'échelle de manière très automatique, très transparente, auquel cas on privilégiera plutôt les approches PaaS. Alors nous arrivons dans le cloud Azure et l'objectif ici de cette présentation, ça va être de vous aider à piocher dans toute la boîte à outils. On a contre toute la marketplace sur Azure des centaines de services aujourd'hui disponibles. Pas tous propriétaires Microsoft d'ailleurs. Et on va ici, pour cette conférence, viser les services managés et insister sur le fait qu'ils soient compatibles dans une approche DevOps. Alors, pour attaquer ça, je vous propose qu'on aille tout de suite sur le portail Azure. Vous allez
retrouver ici, alors là c'est sur la copie d'écran pour l'instant, mais vous allez retrouver cette première notion qui est ce qu'on appelle un groupe de ressources. Alors on peut le voir tout simplement comme un dossier qui viendrait regrouper ici les différents services auxquels on a souscrit pour le projet, et ça va nous permettre justement de mieux cloisonner. On voit qu'on a des possibilités de tag aussi sur ce groupe de ressources et les ressources ensuite. On va pouvoir avoir une gestion plus homogène de notre sécurité, de notre monitoring sur ce groupe de ressources. Et juste avant qu'on attaque la démonstration des différents outils, je vous parle des 4 phases, et vous allez voir qu'on va placer justement les briques tour à tour dans ces 4 phases. Je vous parle des 4 phases d'une architecture, d'un projet data, alors pas forcément sur Azure, mais voilà, je pense que ça peut se reproduire aussi sur d'autres environnements. Première étape, l'ingestion. On est face à des données de différents formats. Donc ici, des données de fichiers, des données de base de données, structurées ou moins structurées, de type NoSQL par exemple, et aussi des données web qui pourraient nous arriver par API. Mais tout ça, pour l'instant, est à l'extérieur de notre environnement. Et quand je dis notre environnement, ici, ça sera le cloud Azure. Pour faire graviter ces données, on mettra en place, ici, avec des mécanismes de déclencheur, de trigger, on mettra en place un mécanisme d'extraction et de chargement. Alors, vous reconnaissez les E et le L de ce qu'on appelait ETL avant, et on a un peu renversé maintenant en ELT, c'est-à-dire qu'on va charger la donnée brute, ici dans quelque chose dont le buzzword correspondant est l'idée de data lake, mais qui est tout simplement ce qu'on pourrait appeler un compte de stockage ou un stockage blob, donc un stockage ici de fichiers dans leur format de départ. C'est-à-dire qu'ici, on souhaite conserver la donnée de la manière la plus pure dans laquelle elle nous est arrivée. Alors, pour quelle raison? Parce qu'en fait, on veut se donner a posteriori, finalement, les choix de la possibilité de changer de façon de préparer ces données. Dans une vision très BI il y a encore quelques années, on passait par des couches de staging, par exemple, mais très vite, on perdait cette donnée brute, et on avait appliqué les règles métiers, on avait agrégé la donnée, et si un jour on voulait redescendre aux détails, eh ben c'était quasi impossible. Ici, le principe, c'est de se dire que pour garder tout un potentiel d'exploitation dans des modèles, par exemple, de machine learning, où un jour on aura peut-être l'idée d'aller exploiter différemment la donnée, et ben on va se conserver cette couche brute, la couche raw, ici avec la donnée telle qu'elle arrive dans notre environnement. Pour autant, on ne va pas refaire tous les jours ou plus fréquemment les travaux de nettoyage, de transformation. Donc, on gardera également une deuxième couche qu'on appelle couche enrichie, couche gold, couche raffinée, couche clean, peut-être dans des formats de fichiers optimisés comme ORC, Parquet, qui vont nous permettre de stocker, d'agréger ici les fichiers. Par exemple, une grande quantité de fichiers JSON, on va les agréger sous la forme d'un fichier Parquet. Alors, comment on va faire ce traitement-là? On aurait pu le faire avec la brique que vous avez à gauche ici, qui est Data Factory, mais on peut également le faire avec du code Python, des scripts R ou Scala. On parlera de Scala un peu avec Databricks tout à l'heure. On pourrait donc jouer ces scripts sur, ici, ce que j'ai représenté par une ressource de compute, mais concrètement une machine virtuelle. On peut jouer ces scripts, ils vont lire la donnée brute et ils vont réécrire ici la donnée clean, la donnée nettoyée dans notre compte de stockage. Et pour l'instant, on n'a toujours pas exploité la donnée. Donc, on a juste mis pour l'instant en place la brique de déplacement de la donnée, la brique de stockage et une brique ici de traitement. Et on va lancer maintenant un premier scénario d'exploitation. Alors là, justement, le scénario d'exploitation Business Intelligence, alors avec si on reste ici dans l'univers Microsoft avec Power BI, mais ici, ce qu'on va choisir de réaliser dans différentes architectures, c'est éventuellement de passer à un moment de reformaliser ces données qui sont ici sous forme de fichiers, de les reformaliser sous forme de table. Alors, avec Azure Synapse Analytics, qui est le nouveau nom pour SQL Data Warehouse, on va avoir justement la possibilité de gérer des tables de base de données finalement assez classiques, ou de faire maintenant ce qu'on appelle du SQL on demand, c'est-à-dire d'aller lancer des requêtes de la syntaxe SQL directement sur les fichiers Parquet. L'objectif étant à terme d'exposer des données modélisées, des données structurées. On parle de couches sémantiques, c'est-à-dire d'avoir
une vision métier au final des données pour qu'elles puissent être visualisées, exploitées dans des tableaux de bord. Et ça, c'est le premier scénario d'utilisation. Mais ce qui est intéressant avec cette architecture-là, centrée autour du data lake, c'est qu'on va pouvoir penser un deuxième scénario d'exploitation en parallèle. Alors, il n'y en a pas un, il n'y a pas il n'y en a pas un qui précède l'autre, hein, dans le déploiement d'un projet. Hein. On n'est pas obligé de faire les deux. Enfin, tout est possible ici. Mais en tout cas, tout est possible parce qu'on a travaillé ici avec cette dualité de stockage et de calcul. Et donc la possibilité ensuite de lancer ici voilà, le scénario qui est plus un scénario prédictif, puisqu'en fait ici on va travailler avec, je vous montrerai tout à l'heure un outil de machine learning, en tout cas un langage, un SDK, un kit de développement voilà, de machine learning que je présenterai cet après-midi à 15h, qui va nous permettre ici d'entraîner des modèles d'apprentissage. Donc ici, on a bien sûr l'idée de comprendre les données du passé, mais en faire des modèles prédictifs, et ces modèles seront déployés alors avec principalement ici du Kubernetes pour porter ici un service prédictif. Alors voilà les deux scénarios possibles dans cette architecture, mais attention, on a encore toute une boîte à outils finalement quand on va piocher dans notre environnement Azure. On a toute une boîte à outils pour travailler tout ça. On aura bien sûr des outils de développement de type Visual Studio Code, mais aussi des notebooks comme Jupyter pour les aspects plus orientés data science, machine learning. On aura des outils DevOps. Je vous présenterai rapidement en fin de présentation l'interface Azure DevOps qui dispose de ses propres repos, mais qu'on peut aussi tout à fait brancher, par exemple sur des repos GitHub. On pourra travailler avec des déploiements, toutes ces ressources. Hein. Vous aurez bien sûr une interface, clic-bouton, où vous pouvez les créer, mais l'idée ici est plutôt d'aller passer par du code, on parlera d'infra as code, d'aller générer des templates pour pouvoir redéployer facilement différents environnements. Vous avez en gros ici un seul environnement qui pourrait être l'environnement de production, mais je vous parlerai en toute fin de présentation de comment on peut penser différents environnements dans le cloud. Et pour le MLOps, mais ça j'en parlerai aussi plus cet après-midi, à nouveau des outils, en particulier ici, peut-être celui qui sera à la fois le plus générique sur d'autres plateformes et vraiment le point important pour notre démarche prédictive, un conteneur registry, c'est-à-dire un endroit où stocker des images Docker, ces images Docker étant portant les services prédictifs. Et si on s'arrêtait là, eh ben on aurait oublié une partie cruciale de tout notre environnement, c'est-à-dire la sécurité. Je ne vais pas rentrer dans cette présentation sur les aspects sécurité, mais attention à ne pas les oublier dans un scénario de déploiement. Qu'est-ce qu'on aura pour travailler la sécurité? Principalement des coffres-forts type Key Vault. On aura la possibilité de mettre un firewall, définir des réseaux virtuels, faire éventuellement des express routes qui seraient après des scénarios ici de dialogue sécurisé, par exemple, entre les données externes et Azure. Et dernier point que je rajoute pour penser vraiment au travers de cette big picture, de penser globalement le projet, attention au coût engendré. Quand on démarre un projet, on met sa carte bleue, voilà, là au moins c'est concret. Après, il ne faut pas oublier que ça peut tourner, que ça peut facturer. Et encore plus avec les services managés, on aura peut-être une idée on aura plus difficilement l'idée prédictive du coup. Donc ça va être très important dans ce type de projet de suivre précisément les dépenses. Et tout ça, on pourra le faire avec des politiques de tag, d'étiquettes qu'on placera sur les différentes ressources pour facilement après détailler la facturation, mais aussi après en jouant sur la scalabilité de certains outils. Si je prends ici par exemple Synapse Analytics, je peux très bien mettre en place un déclencheur qui va par exemple baisser la capacité du serveur la nuit, puisque il y a peut-être personnes qui l'utilisent, redémarrer à très forte capacité au moment où les traitements vont commencer par exemple à 5h du matin et revient à une capacité moyenne en journée. Donc on peut imaginer tous ces scénarios et c'est comme ça qu'on va optimiser les coûts de ce type de plateforme. Les cas d'usage, je vous en ai parlé, des tableaux de bord, des modèles prédictifs et cas d'usage aussi, mais qui se restitue un cas d'usage plutôt au niveau de la donnée source ici, tout ce qu'on va avoir comme objets connectés générant de la donnée et pouvant, au travers de toute cette chaîne, donner des applications en temps réel. Alors,
Ça, vous le retrouverez dans les diapos. Donc je vais vous laisser tout le texte qui est ici. Je vais passer plutôt sur... Je regarde toujours le chat. Voilà. Je vais passer plutôt ici sur le portail Azure. Sur ce portail, on est donc dans le groupe de ressources, ce que j'évoquais tout à l'heure, ici, donc où je vais retrouver mes différents services souscrits. Vous voyez que ces services ont une localisation, ça sera un point important aussi dans le démarrage d'un projet. On a aujourd'hui beaucoup de services qui sont disponibles sur Azure dans les data centers France. Et à partir de là, on va reprendre donc mon cheminement en 4 étapes. Alors, d'abord, hop, je vais juste couper les alertes du Slack global. Voilà. Hop, donc je vais juste ici vous montrer à quoi ressemble le data lake. Alors vous allez voir que c'est finalement très basique, hein, cette notion de data lake, puisqu'on n'a jamais qu'un système de fichiers voilà, dans lequel on a ici activé ce qu'on appelle la propriété du hierarchical namespace. Je vais être en capacité ici d'organiser mes fichiers dans ce qui apparaît comme des dossiers. Hein. Techniquement, ce n'en est pas, c'est juste qu'on a un long chemin de fichiers avec des slash et c'est réinterprété visuellement comme des dossiers, des sous-dossiers. Et voilà, ça me permet de structurer toute ma donnée, ici de l'organiser de manière hiérarchique. Alors ça, c'est le Data Lake. Et comment les données sont arrivées là? Elles sont arrivées au travers de Data Factory, donc, qui est l'outil d'ordonnancement et de déplacement de la donnée. Les concepts principaux à vous donner pour bien comprendre cet outil. On va travailler avec ce qu'on appelle des pipelines. Alors, voici un pipeline constitué d'une ou plusieurs activités que vous trouverez ici, mais ici, mon objectif est de boucler sur plusieurs fichiers. Donc, vous avez juste vu avant une activité de type boucle, hein, tout simplement. Et dans cette boucle, je vais retrouver 2 copies de fichiers. Alors, le scénario que je vous expliquerai tout à l'heure, travailler avec des fichiers zip. Donc, on copie cette donnée brute sur le data lake, mais on est aussi en capacité de la dézipper de manière à la volée, hein, ici, au moment du traitement par Data Factory. Et nos activités ici vont faire le lien entre ce qu'on appellera des sources, donc ici une source HTTP, et des sinks, on pourrait appeler des destinations, donc ici ADLS, Azure Data Lake Storage, le Data Lake comme cible de cette copie. Donc toutes ces activités peuvent ensuite être déployées au moyen de déclencheurs. Elles seront ensuite monitorées, on aura un outil de monitoring ici disponible directement. Et donc elles vont pouvoir tourner à chaque fois et ingérer les nouvelles données. On a des déclenchements sur événements, des déclenchements de type cron à ce niveau-là. Alors ce qui est juste intéressant ici, parce que je vous ai dit que j'allais garder quand même l'approche DevOps au travers de toute cette boîte à outils, vous voyez que là, mon éditeur visuel, finalement, c'est jamais que qu'un gros fichier JSON ici qui décrit cette activité. Et donc, qui dit JSON m'indique qu'il est assez facile d'archiver tout ça sur un repo Git. Vous voyez qu'ici, j'ai une synchronisation avec Azure DevOps. J'ai une gestion de branche également. Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir vraiment cette gestion, cette approche ici d'intégration continue avec de versionning, d'intégration continue avec ce lien fait avec DevOps. Et ça, c'était donc notre outil d'ingestion. Notre ingestion donc, passe ici de données web vers notre data lake storage. Il nous faut maintenant un outil de calcul, un outil de traitement. Et bien pour ça, on va basculer ici sur Azure Databricks. Alors, Databricks, hop, si je reviens rapidement, en fait ici, dans le portail Azure. Donc, vous voyez que c'est juste une entrée ici dans mon portail. Ça peut être un peu trompeur parce qu'en fait, on a, vous voyez, un Manage Resource Group ici. On a un deuxième groupe de ressources qui s'est créé à la volée à la création de ce que j'ai souscrit au service. Et ce
ce groupe de ressources un peu caché, mais enfin, visible tout de même, mais voilà, indirectement, me montre qu'on a bien des machines virtuelles qui sont en train ici de constituer le cluster, hein, c'est-à-dire la grappe de machines de traitement qui va me permettre ici de lancer mes traitements sous forme de code. Alors un cluster, voilà un par exemple, vous avez, on va être ici sur la technologie Spark. Donc on va travailler avec une première machine virtuelle qui joue le rôle de nœud driver. Donc j'ai optimisé ici, enfin j'ai monté la RAM de cette machine, parce que ça peut être la plus gourmande. C'est celle qui va piloter les workers, pardon. Donc les exécutants ici, les workers. Alors j'en ai pas mis beaucoup parce que mon projet ne nécessite pas, mais on va voir qu'on va pouvoir ici bénéficier de la scalabilité automatique de cette plateforme, puisque par défaut j'ai un seul worker qui va se démarrer, mais si mes traitements, si la distribution de calcul au travers du langage que je vais utiliser ici, comme Scala ou des API PySpark, SparkR, si la distribution de calcul le nécessite, je pourrais démarrer une deuxième machine ici qui va venir à la rescousse de la première pour distribuer les traitements. Notez également que lorsque mon traitement se sera terminé, alors 2 heures d'inactivité c'est peut-être beaucoup, mais je peux éditer ici cette propriété pour rapidement éteindre le cluster et donc arrêter la facturation ici de ma ressource de calcul. Sur cet espace de travail Databricks, je vais pouvoir stocker des notebooks. Alors, voici par exemple le notebook qui me sert à faire le nettoyage de la donnée. On est ici sur un choix de langage, alors qu'on va faire entre Python, Scala, R ou finalement du SQL, hein, si nos données sont déjà montées sous forme de table. Grâce à ça, on va pouvoir ici donc travailler avec, par exemple ici l'API PySpark, pour avancer ici sur la préparation du code, et je vous montre rapidement, voilà, juste les parties un peu plus visuelles. Ici, le fait d'aller faire un affichage d'un aperçu de l'entête de nos données consolidées, et une fois que la machine aura affichage de deux types, hein, soit sous forme de tableau ou même sous forme de visuel. On a ici un petit outil qui exploite la librairie D3 pour faire des graphiques à la volée. Une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra aller penser derrière, hop, je vais aller juste sur la fin, voilà, la fin du notebook, on pourra aller penser la sauvegarde de ces fichiers, par exemple, ici donc dans des formats parquets, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on sauvegarde ici la version nettoyée des données. Ensuite, on enchaînera avec des notebooks travaillant plutôt sur l'entraînement des modèles. Voilà, et ces notebooks ici vont nous permettre d'obtenir d'entraîner les modèles de machine learning. Alors, je vais vous parler de l'exposition de ces modèles, mais juste avant, pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, je vais vous donner le cas d'usage auquel on va répondre avec cette architecture. Alors, on est parti ici d'un jeu de données assez connu qui est celui des vélos de location de la ville de New York. Alors, l'avantage, c'est qu'on a un bel historique et on a une volumétrie assez conséquente. Là, on a plus d'une dizaine de gigas aujourd'hui facilement pour travailler là-dessus. Et on va avoir une donnée, alors je ramène encore ici à nouveau la perspective métier, mais on a une chose qui nous intéresse fortement quand on prend un vélo, c'est de savoir combien de temps on va mettre pour arriver à destination. Tout ça, on va essayer de le modéliser au travers de différentes données. Alors, on a l'heure de départ, l'heure d'arrivée, donc ce qui nous permet d'avoir les durées passées des trajets. On a les stations, départ-arrivée. On a ici, alors pour l'identifiant du vélo, ça ne nous servira sans doute pas, mais on a par exemple aussi le type de carte que l'utilisateur utilise pour louer son vélo. Est-ce qu'il est plutôt habitué, par exemple, ici à faire du vélo? Quelqu'un, il peut sans doute aller un petit peu plus vite. On a le genre également de la personne et s'adapte. On régénérera son âge à partir de son année de naissance. Donc tout ça sont des variables candidates à rentrer dans notre modèle, et on va voir qu'elles vont nous servir au travers de cette architecture, alors qui reprend ce que je vous ai expliqué juste avant, mais en matérialisant ici le fait qu'on ait Databricks, donc au travers
comme vraiment ressource ici de calcul. On va avoir Azure Machine Learning ici qui va nous aider vraiment à stocker, à gérer les modèles prédictifs, puisque ça va nous servir ici à archiver les modèles dont on réalisera le déploiement juste après avec ces images Docker au travers d'une web app. Alors, voilà, si je termine maintenant ici ma démonstration sur le portail Azure, donc je prends le troisième notebook ici de cet enchaînement, et on va voir qu'ici, on utilise en fait un SDK qui s'appelle Azure ML, dont je parlerai cet après-midi, et qui va nous donner des instructions, des méthodes, des objets, des méthodes pour aller piloter la création d'une image prédictive. C'est-à-dire qu'on va définir ici un fichier de scoring. Alors tout simplement, ça veut dire qu'en fait, on va envoyer les nouvelles informations qui sont je suis un homme, une femme, je suis avec un abonnement annuel ou un pass quotidien, journalier. Je pars de la station A pour aller à la station B, on va envoyer toutes ces informations-là et la fonction scoring va nous renvoyer le temps, la prévision de temps pour ce trajet. Alors ça, c'est la création de la fonction. Cette fonction, en fait, est ensuite portée par une image Docker. Et dans cette image Docker, finalement, on ne retrouvera pas grand-chose, un petit fichier Python de scoring, mais on retrouvera quand même, hop, on va aller voir un petit peu au-dessus, voilà, ici, on retrouvera les librairies, ce qu'on appelle les dépendances ici, nécessaires pour exécuter cette fonction. JobLib, par exemple, c'est la librairie qui réalise la désérialisation de notre modèle, c'est-à-dire que notre modèle est un fichier binaire, finalement, mais il faut l'ouvrir pour comprendre comment fonctionne le modèle prédictif. Donc tout ça nous permet de réaliser, en fait, de piloter à distance cet outil de déploiement. Là, ça c'est l'interface Azure ML Studio qui nous permet de voir à quoi ressemble, comment se fait le stockage. On va avoir tout un archivage, un monitoring ici, par exemple de nos modèles. Je peux vous montrer ici que mon modèle de prévision est versionné. Voilà, donc ça va être intéressant pour revenir sur des versions précédentes ou pour mettre en place un mécanisme MLOps qui serait de dire est-ce que ma nouvelle version est meilleure que la précédente, auquel cas je la déploie, et je la déploie, on va voir comment, donc avec ici donc ce qu'on appelle les endpoints, des points de terminaison. Et dans mon cas de figure ici, mon point de terminaison va être porté par une Azure Web App. Alors, Azure Web App en tant que tel, ça ne dira pas grand-chose si je vous montre juste la ressource, mais je vais plutôt vous montrer ici mon client Postman. Donc ça, c'est l'URL de mon endpoint, auquel je soumets les différentes informations. Donc là, par exemple, la distance entre les deux stations. Et puis ensuite, de mémoire, c'est le sexe et le type de souscription, enfin d'abonnement. Et donc, on va se rendre compte ici que si on rallonge fortement la distance, voilà, là on avait un temps en secondes d'à peu près 700 secondes, si je réinterroge ma web app, voilà, j'envoie la requête, et on voit qu'effectivement le temps, parce que c'est logique ici, le temps prévu a augmenté, donc plus on a travaillé ici une corrélation positive, plus la distance est longue, plus le temps de trajet est long, mais en tout cas, voilà, on voit que la web app répond en temps réel à cette interrogation avec de nouvelles données. Pour finir la démonstration, je vous montre, si vous ne l'aviez jamais vu, mais je ne pense pas parce que c'est un outil maintenant assez répandu, l'interface de Power BI. Donc, dites-vous que Power BI, lui, a plusieurs moyens de se connecter. On aurait pu, pour vraiment démarrer rapidement le projet, le connecter directement sur le Data Lake, même si ce n'est pas forcément évident après en termes de passage à l'échelle. On ira plutôt se connecter directement sur une base de données où on aura positionné les données nettoyées. Et une fois qu'on a tout ça, Power BI réagit donc avec son interface interactive qui permet à l'utilisateur derrière d'explorer les données et de regarder tout ça de manière ici beaucoup plus visuelle.
On a fait le tour, donc je vous ai montré ici voilà, les différentes briques. Alors si rapidement je vous parle des personnes qui réalisent, enfin des profils types, attention, parce qu'une même personne peut avoir différents profils sur ce genre de projet, mais en tout cas les profils types qui vont réaliser tout ça. Le data architect va penser globalement l'enchaînement, la communication entre tous ces services-là. Le data engineer va plutôt le mettre en pratique, et principalement sur la partie préparation des données, puis ensuite peut-être aussi sur la partie déploiement des services prédictifs. Les data analysts pourront avoir un accès direct à Power BI et finalement n'auront pas besoin de se poser la question de comment toutes ces données auront été préparées, même si ça peut être intéressant d'avoir ce qu'on appelle un linéage, donc c'est-à-dire avoir un suivi, une bonne compréhension de d'où viennent les données, des règles métiers qui peuvent être ici appliquées. Les data scientists vont travailler sous forme de notebook, par exemple, avec du Python, avec du Scala, si on est vraiment sur des volumétries de données beaucoup plus importantes, qui facilitera la distribution des calculs. Donc les data scientists vont travailler, par exemple, dans cet environnement Databricks, mais on aurait aussi des notebooks, par exemple, ici, au travers d'Azure Machine Learning. Et enfin, des data scientists, alors qu'on pourrait appeler citizen, donc en gros les data scientists qui sont moins férus de code, pourront trouver aussi au travers d'une deuxième licence, qui est la licence Enterprise ici d'Azure ML, pourront trouver des outils plus clic-bouton, des outils d'interface, un peu comme un designer visuel, un concepteur, qui va nous permettre de créer des enchaînements de tâches sous forme justement un peu d'ETL, orienté machine learning, ou une interface visuelle ici pour de l'automated machine learning, c'est-à-dire que là on n'a même pas développé à choisir le modèle, c'est des mécanismes qui vont le sélectionner sur des approches d'optimisation de métriques. Alors je passe rapidement, voilà quelques sur les questions. Sur les profils qu'on va trouver autour de cette architecture. Pour vous donner les points forts de cette approche-là, je rappelle qu'on est vraiment sur une architecture qui couvre de nombreux cas d'usage parce qu'on a pensé le stockage de la donnée brute, parce qu'après, on est en capacité de la retransformer et rapidement de la mettre à disposition de différents services. Donc, c'est bien cette vision centrale autour du data lake. C'est assez rapide à initier dans une approche PaaS, puisque là, on va pouvoir se concentrer tout de suite sur justement le traitement de la donnée, sur son exploitation. Attention à ne pas négliger quand même les aspects sécurité, parce que par défaut, finalement, on aura une première couche de sécurité assez légère. Ça sera efficace dans des contextes big data parce qu'on a à disposition, par exemple, un framework Spark, des langages Scala, et parce qu'on a cette capacité à monter à l'échelle sur les traitements. Vous avez vu là, par exemple, Databricks qui peut rajouter des workers, des nœuds exécutants à la volée. Intéressant aussi de se dire qu'on est quand même en partie, alors ici, dans ce que je vous ai présenté, surtout sur Databricks, on est sur de l'exploitation de code open source, ce qu'on va écrire finalement ici en Python. On pourrait très bien le réexécuter à l'identique dans d'autres environnements, d'autres cloud providers, mais aussi sur du local. Et tout ça, je vous en ai parlé rapidement sur Data Factory, tout ça va pouvoir s'intégrer dans une approche DevOps. Et je vais terminer par cette partie-là. Si je reviens ici, par exemple, sur mes notebooks Databricks. Alors, hop, j'ai pas de chance parce que je ne l'ai pas fait sur celui-là. Ah si, voilà, ça arrive. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une synchronisation Git et j'ai un versionning automatique, mais je peux, moi, déclencher ici, choisir de faire un commit sur mon Git, donc directement depuis Databricks. Donc on va avoir, aussi bien sur Data Factory que Databricks, on va avoir cette capacité à réaliser le versionning de nos traitements. Maintenant, il va falloir penser leur déploiement. Alors pour ce déploiement, on utilisera par exemple ici des pipelines de release de l'interface Azure DevOps. Je vous en présente un rapidement ici. On a, pour bien comprendre le principe, on a deux éléments essentiels, ce qu'on va appeler l'artefact, qui finalement n'est rien d'autre qu'un lien, qu'un pointeur vers le repo où sont archivés par exemple mes JSON Data Factory ou mes notebooks Databricks. Et ensuite, on aura des étapes ici qui feront
Par exemple, ici, la connexion à notre ressource Databricks de production. Et vous voyez qu'ici, les notebooks venant, par exemple, venant de l'environnement de développement vont pouvoir être copiés directement sur l'environnement de production. Alors, si je reprends ça sous format d'un petit schéma, voilà le schéma qu'on va pouvoir avoir sur ce type d'architecture. Donc, on pensera à 2 environnements qu'on pourra cloisonner vraiment ici au maximum, c'est-à-dire que je peux avoir même un data lake de développement et ça sera incapable, ce sera impossible en fait après aux développeurs d'aller par exemple lancer un traitement ici depuis ce Databricks de développement. Ce sera pas possible d'aller lancer un traitement non testé directement sur les données de production. On sera obligé de passer donc, par un déploiement d'Azure Pipelines et on aura toute une politique de sécurité gérée au travers du coffre-fort Key Vault qui autorisera par exemple uniquement en fait ici des comptes de service, on appellera des services principal, des managed identity, qui seront uniquement autorisés à travailler sur ces environnements, sur cette couche de production. Les développeurs n'ayant juste la capacité qu'à pousser leur code sur le repo. L'approche MLOps, j'en parlerai cet après-midi, mais sachez qu'elle est vraiment ici donnée par la brique Azure Machine Learning Service. Et donc pour conclure, avant de vous laisser la place à quelques échanges, si votre question en venant sur cette présentation était de savoir voilà, est-ce qu'on se lance ou pas dans le cloud public, et peut-être Azure, et ben ouais, oui, je vous dirais oui, forcément, mais je vous dirais de faire attention à vraiment à 3 points cruciaux. Il faut partir avec un objectif. On a vu trop, vraiment au démarrage, je pense au début de l'ère Big Data, où il fallait absolument un cluster Hadoop dans l'entreprise. On a vu trop de projets échouer parce que on n'avait pas pensé le cas d'usage, ou les cas d'usage, on n'avait pas pensé à comment ces cas d'usage allaient pouvoir apporter de la valeur à l'organisation au travers de la donnée. Alors c'est peut-être compliqué effectivement à bien identifier au démarrage, mais en tout cas si on part bien en tête sur l'idée de stocker le maximum d'informations, le maximum de données sans produire d'informations, et ben on a finalement très peu de chances d'arriver à faire adhérer l'organisation, l'entreprise à ce projet. Choisir les bonnes technologies. Alors, qu'est-ce que j'entends par bonnes technologies? Ce sont les bonnes pour vous, pour votre environnement, pour votre projet, pour vos compétences. Gardez bien en tête que certaines technologies sont propriétaires, donc vous ne pourrez pas migrer. Par exemple, ce que je vous ai présenté là avec Data Factory, si demain vous choisissez de changer de cloud provider, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas exploiter. En revanche, des notebooks comme Databricks, si vous les avez développés par exemple sur la version AWS de Databricks, vous pouvez les reprendre en l'état et les amener sur du Databricks Azure, ou inversement. La gouvernance de données, attention à ne pas négliger cet aspect-là. Et là encore, c'est plus de l'approche méthodologique, de l'encadrement de ces projets, mais on sait très bien que si on rentre de la donnée qui n'est pas fiable en sortie, on n'a absolument aucune chance de donner de la valeur à l'information. Donc on pourra réfléchir à des données, à des approches de type data catalog, au master de data management. Mais en tout cas, voilà, il ne faudra surtout pas négliger ces aspects-là. Le risque du data lake, c'est qu'il devienne un peu la data décharge, data dépotoir, où finalement on met tout et n'importe quoi, on ne sait plus retrouver les éléments, et au final ça devient inexploitable. Et si on a bien pris soin de réfléchir à ces 3 points-là, et ben on va pouvoir viser les 5 marches d'un projet data efficace, c'est-à-dire avoir une vision descriptive de nos données, trouver des phénomènes explicatifs, passer du rétroviseur au pare-brise, avoir une idée prédictive. Parce qu'on sait maintenant mieux ce qui pourrait se passer, on va pouvoir trouver des phénomènes explicatifs, pas des phénomènes, pardon, qui sont justement les phénomènes explicatifs, mais qu'on va anticiper pour devenir prescriptif. Et si on pousse encore plus loin, et là dans l'ouverture à tout le monde aujourd'hui de l'intelligence artificielle, rajouter petit à petit ensuite des services qui nous permettront d'aller percevoir l'environnement. Là, je vais plutôt raisonner avec de la donnée structurée, de la donnée
classique, on va dire, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a une quantité de données disponibles au travers de capteurs, donc on peut récupérer des images, on peut récupérer du son, de la vidéo, on peut scanner du texte manuscrit. Voilà, toutes ces données-là, grâce à des services cognitifs, vont pouvoir être rajoutées dans notre patrimoine de données et rentrer dans les cas d'usage. Je vous remercie pour votre attention sur cette présentation et je rebascule sur le chat, voilà, pour prendre vos questions s'il en reste. Donc, je vous rappelle que vous devez voir la petite pop-up là au-dessus dans le menu, enfin talk juste au-dessus dans la barre horizontale en haut de l'écran, donc qui vous indique les autres salles où vous avez des talks en ce moment. Alors, question d'Olivier, avez-vous benchmarké les briques Azure avec AWS et GCP? Pourquoi le choix d'Azure? Alors, moi je vais être très clair là-dessus, je l'ai pas benchmarké, parce que je travaille effectivement pour une ESN qui aujourd'hui fait quasiment exclusivement de l'Azure. Ce qui est à peu près certain de ma connaissance que j'ai des deux autres cloud providers publics, c'est que vous pouvez refaire le même scénario à l'identique hein, sur les trois. Je pense par exemple je suis côté GCP, à tout ce que vous avez autour d'AutoML pour vous aider vraiment sur la partie machine learning. Vous avez du Kubernetes managé, vous l'avez partout. Vous avez des Databricks, par exemple, qu'on va retrouver à l'identique hein, sur AWS. Enfin, c'était même à l'origine tout d'abord sur AWS avant de passer d'être disponible aussi sur Azure. Donc là-dessus, non, j'aurais pas de benchmark, ni de performance, ni de prix. C'est, à mon avis, pas simple forcément, effectivement, si vous voulez avoir vraiment une vision complète, comparative des trois. Si vous hésitez, alors sachez qu'aujourd'hui, quand même, une tendance forte se fait aussi au multi-cloud. Hein, voilà, on peut, alors même si c'est compliqué hein, de tisser des passerelles entre les deux, hein, dites-vous que n'importe lequel des trois sera content que vous fassiez rentrer vos données chez lui et que le coût d'écriture d'une donnée, par exemple sur un data lake, un blob storage Azure, un S3 Amazon, le coût à l'entrée n'est pas très conséquent, le coût à la sortie en revanche beaucoup plus. Donc méfiez-vous. Aujourd'hui, on voit cette approche multi-cloud, mais méfiez-vous des coûts de transfert de données. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... le travail de benchmark peut être assez long. Il y a peut-être un ressenti à avoir, vous, avec les acteurs qui pourront vous accompagner, avec les compétences internes. Mais je pense que globalement, il n'y a pas de différence de performance, en tout cas de capacité à traiter le scénario que j'ai présenté sur les trois. Alors, ce premier talk ce matin était assez générique hein, sur un projet data. Je vous ai parlé de plusieurs services managés. Je vous rappelle que je fais un deep dive, on va dire, une conférence beaucoup plus détaillée cet après-midi à 15h sur le SDK Azure ML, donc toute la partie création, entraînement d'un modèle de machine learning, déploiement, création de l'image Docker qui va servir au déploiement, et scénario MLOps, c'est-à-dire comment on va faire pour réentraîner, redéployer tout ça uniquement à travers du code, donc à travers un SDK Python qui va nous permettre de scripter tous ces éléments. Donc ça, c'est à 15h pour ma part, mais vous avez 40 talks aujourd'hui, donc je vous invite à, sauf s'il reste quelques questions, à aller vous balader de salle en salle, et je vous souhaite une très bonne journée Cloud West. Je reste un peu en ligne s'il reste des questions.
Je vais ajouter dans le chat, je pense. J'ai un repo GitHub où vous pourrez retrouver les notebooks. Les données sont publiques. Je vais vous donner le repo où sont synchronisés les notebooks si vous voulez tester par vous-même. Vous avez le repo. Alors, pas les pipelines, je les ai synchronisés sur DevOps, mais je peux faire le lien et aller les mettre là aussi. Voilà, je me laisser un jour ou deux. Je vais faire la synchro et les poser là-dessus aussi. Alors, sachant que c'est un petit peu plus compliqué de reprendre un pipeline. Vous savez, on a 5 minutes, hop, j'en profite. Quand vous voulez redéployer un environnement Data Factory, en fait, vous pouvez donc très bien exporter ici le template ARM. Ce qu'il faut comprendre avec Data Factory, c'est que il y a 2 fichiers JSON qui vont définir tout votre environnement. Un fichier, un gros fichier où vous allez retrouver finalement tout ce que je vous ai montré, pour chaque morceau de l'architecture. Donc ça, c'est par exemple un pipeline, donc la version JSON d'un pipeline, mais vous avez un JSON pour un dataset, vous avez un JSON pour une connexion. Donc tout ça est regroupé au sein d'un gros fichier JSON. Et vous avez un deuxième petit fichier JSON qui, lui, gère tous les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on entend par paramètres? Si j'ouvre ici le hub de management des connexions, vous voyez que j'ai par exemple ici ma connexion à un data lake, qui est mon data lake. Le mot de passe voilà, ne figurera pas. Alors j'aurais mieux fait de le mettre sur mon Key Vault, mais même en l'état, si je vous donne mon export complet, le mot de passe ne figurera pas. Ce qui veut forcément dire que quand vous allez refaire un import du template ARM, on vous demandera les identifiants de connexion. Et donc, d'où l'intérêt de travailler au maximum avec, par exemple, ici, directement un mot de passe directement dans le Key Vault, mais encore mieux en créant des identités managées qui vont permettre derrière d'avoir une vue vraiment intégrée dans l'Azure Active Directory des différents services. Voilà, donc je peux vous mettre, voilà, ça ne me dérange pas du tout, je peux vous synchroniser le JSON ici du Data Factory, mais sachez que voilà, vous aurez sans doute des difficultés à le redéployer en l'état, puisque vous allez avoir à reconnecter tous ces services-là. Il faudrait vraiment aller éditer le JSON pour réussir à le refaire. Et j'ai oublié de partager l'écran. Merci. Pardon. Tac. Je remonte vite fait ce que j'étais en train de dire. Voilà, en deux mots. Template ARM, j'exporte. Donc mon fichier JSON, mes deux fichiers JSON, le gros et le petit, avec les paramètres donc pour tout cet environnement-là. Mais on vous demandera, au moment où vous referez un import, on vous demandera des paramètres, comme par exemple ici le count key, ma clé de sécurité, qui sera bien sûr qui ne sera pas dans l'export du template. Voilà, donc ça risque d'être compliqué si vous n'avez pas déjà les services, ces services-là, ce qu'on appelle les services liés, donc en gros le stockage ou le compute, s'ils ne sont pas déjà existants dans notre environnement et nommés de la même façon, ça va être très difficile de redéployer à l'identique ce que je peux vous laisser en termes de template. Et je vois qu'il y avait une autre question. Vous utilisez des requêtes HTTP directement depuis Data Factory pour récupérer mes fichiers Open Data. Oui. Oui, je ne sais pas quelle est la question, Thomas, derrière ça.
Ah, c'était peut-être... Oui. Alors, et là, j'oublie pas de repasser en partage. Non, j'y suis déjà. J'y suis déjà. Voilà, on est bien, en fait, tout simplement ici sur un connecteur. Pour la petite histoire, d'ailleurs, les fichiers sont sur du S3. Voilà, ça c'est l'URL public, authentification anonyme. Voilà, il n'y a rien de plus que ça. On a juste ensuite, après, un système de variables qui permet de reconstituer les noms de fichiers directement. Mais on est bien sur une connexion toute simple à une URL. Alors sur du SSL, je l'ai d'ailleurs pas testé. Bon, je préfère pas m'engager là-dessus, mais je pense qu'on doit pouvoir, le travailler. Dans le pire des cas, hein, si vraiment, voilà, c'est vraiment le principe de Data Factory. Vous pouvez faire des choses simples rapidement, c'est-à-dire que vous tapez dans les activités ici, enfin dans tous les connecteurs possibles et les activités prédéfinies. Mais si ça ne suffit pas, on peut toujours faire ce qu'on appelle les custom activity. Enfin, on a la possibilité d'aller scripter des choses. Bon là, concrètement, si vous commencez à scripter, autant scripter à mon avis directement sur Databricks pour faire. Vous aurez sûrement des packages Python pour réaliser ça. Mais voilà. Dites-vous que Data Factory, c'est, ça me semble intéressant de l'utiliser pour des cas simples pour réaliser les pipelines visuels. Je vous remercie pour toutes les questions. Je ne vais pas trop tarder pour pas empiéter sur les talks suivants. Merci à tous. Je vous rappelle, il y a le chatroom. Vous pouvez me retrouver si vous voulez continuer la discussion en privé. Et je vous dis à 15h pour mon deuxième talk.